Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié aujourd'hui au Ségur MS Santé et au nouveau couloir des opérateurs MS Santé. Comme d'habitude, vous recevrez le replay du webinaire dès la fin de la session par mail. On le mettra également en ligne sur le site de l'agence, donc isanté.gouv.fr, et on mettra également en ligne le support de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et pas dans le chat pour qu'on puisse les récupérer. Voilà, nous avons deux intervenants aujourd'hui, donc Mike et Edouard. Je vous passe la main et puis bon webinaire à tous. Merci Elodie. Bonjour à tous. Édouard Brice, je suis en charge de la régulation de l'espace de confiance MS Santé. Je suis accompagné de Mike Gay qui présentera avec moi ce webinaire. Bienvenue à tous, effectivement. On avait fait un précédent webinaire sur la même thématique du financement des opérateurs il y a 3 mois exactement. À ce moment-là, on n'était pas encore, on n'avait pas encore les dates finales du déroulé du financement. On attendait la publication de l'arrêté qui allait lancer le financement opérateur, ce qui est fait depuis dimanche, il y a une semaine, donc le 18 septembre. Donc en fait, c'est surtout une actualisation, hein, pour ceux qui auraient déjà participé au précédent webinaire. Les éléments partagés sont finalement assez similaires. Simplement, on va pouvoir venir en détail sur les différentes échéances euh, de ce financement opérateur. Euh, donc on va démarrer tout de suite. On va passer au sommaire. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est déjà quelques rappels hein, sur ce financement. Donc, rappeler les objectifs et le périmètre du financement Ségur des opérateurs MS Santé, voir un peu comment sont définies les exigences techniques, ainsi que le nouvel encadrement contractuel avec le contrat opérateur MS Santé qui a aussi évolué à cette occasion. On poursuivra en vous rappelant les modalités du modèle de financement qui a été arrêté, qui n'a pas bougé depuis les précédentes présentation et surtout on finira par vous indiquer les différentes ressources qui sont à votre disposition pour accéder aux différents documents qui ont été en particulier donc publiés avec l'arrêté le 18 septembre dernier. Donc on va commencer par regarder justement rappeler ces objectifs et ce périmètre de financement. Alors concernant les objectifs, hein, c'est des rappels, mais évidemment l'objectif global, hein, c'est de faire en sorte que l'échange de données de santé effectivement soit optimisé. Donc c'est évidemment ce financement opérateur y participe. En particulier, qu'est-ce qui est finalement financé dans cette nouvelle version qui s'adosse sur le référentiel 1.5 opérateur de messagerie MS Santé, c'est finalement faciliter l'interfaçage avec les clients de messagerie MS Santé, donc les logiciels professionnels de santé. Et c'est ça qui était un des freins importants de l'écosystème MS Santé. Donc là, l'idée, c'est véritablement que les opérateurs développent cette nouvelle API commune et qui est un préalable finalement au développement que vont faire les éditeurs de LPS dans le cadre de la vague 2 Ségur. C'est pour ça qu'il fallait lancer ce financement en amont. D'autres objectifs plus mineurs, de compléter les indicateurs dont on va disposer dans l'espace de confiance pour savoir finalement le taux de documents qui sont transmis avec des INS qualifiés et aussi le type de documents qui sont transmis, des éléments qu'on n'avait pas jusqu'à présent, que vont transmettre les éditeurs de LPS à travers les opérateurs. Et puis, je l'ai déjà dit, effectivement, avec une nouvelle version du contrat opérateur qui s'appelle V2, d'adapter les modalités de régulation d'espace de commerce, en particulier sur les modalités d'audit, de contrôle et voire même de sanctions qui ont évolué à cette occasion pour les opérateurs. Ce qu'on rappelle ici aussi, c'est que donc tout ça, ça a été concerté avec les opérateurs, mais aussi des éditeurs, fin 2021, début 2022, avec 13 opérateurs qui faisaient partie de cette task force et une quinzaine d'éditeurs. Pour poursuivre toujours sur ces objectifs de financement NS Santé, les bénéfices finalement pour les différents acteurs, on l'a déjà dit, hein, pour les opérateurs, finalement, c'est de se dire que ça va quand même simplifier leur interfaçage avec les logiciels LPS, hein. C'est ça le gros la grosse plus-value de ce financement. Et puis on disait effectivement des indicateurs complémentaires. Pour les éditeurs logiciels, évidemment, c'est le pendant du premier bénéfice, hein, pour les opérateurs. C'est que là aussi, les éditeurs sauront maintenant que les opérateurs disposent de telle interface et n'auront plus à s'adapter à chacun des opérateurs MS Santé. Et enfin, pour les structures et puis les professionnels de santé, les utilisateurs finaux finalement,
pour eux, ça va aussi simplifier finalement l'usage directement dans les logiciels métiers, dans les LPS, de l'intégration de MS Santé avec les données patients et avec les dossiers patients. Voilà pour les 3 objectifs. Si on regarde maintenant, finalement ce que couvre ce périmètre de financement, finalement, qu'est-ce qui est financé par, ces montants qu'on verra tout à l'heure? En premier lieu, évidemment, c'est la mise en œuvre des exigences, qui sont dans le référentiel d'exigence minimale du Ségur, qui vient d'être publié, et ces exigences, on a vu, tournent essentiellement autour de l'API LPS, et de ces nouveaux indicateurs. En complément, ce qui est financé, c'est finalement toute la maintenance corrective des opérateurs sur ce périmètre d'exigence, couvert donc par le DSR, qui est le dossier de spécification de référencement, on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, évidemment, toute une partie de déploiement, parce qu'il faut évidemment que ces opérateurs se mettent à niveau, mais il faut aussi déployer ces solutions-là sur le terrain, en particulier dans le cas des établissements de santé, souvent dans les établissements de santé. Et enfin, dernière chose, aussi financer finalement l'accompagnement que pourront faire les opérateurs aux éditeurs de logiciels qui vont se connecter avec leur solution, avec cette nouvelle appli. Donc ça, c'était pour le périmètre de financement. On voulait rappeler quelques définitions malgré tout, hein, qu'on utilise maintenant avec ce financement Ségur. On distingue finalement 2 catégories d'opérateurs. Donc un opérateur MS Santé, c'est quelqu'un qui a un contrat opérateur avec l'ANS, mais un opérateur développeur, finalement, c'est lui qui véritablement réalise et implémente les exigences du référentiel 1, opérateur, en plus d'avoir ce contrat avec l'ANS, alors qu'un opérateur acheteur, lui, ne développe pas finalement de solution technologique. Par contre, il va acheter sa solution auprès d'un opérateur développeur, mais pour autant, un opérateur acheteur est évidemment un opérateur et donc a un contrat avec l'ANS. Ensuite, des termes qui sont communs, je dirais, avec les autres principes de financement Ségur pour les éditeurs de logiciels. Euh, les opérateurs, en tout cas développeurs, vont devoir faire référencer leur logiciel auprès d'une plateforme de référencement. Donc, on utilise la même plateforme de référencement que pour les éditeurs de logiciels des premières vagues Ségur. Et on va mettre, nous, en disposition en plus un outil de test et de contrôle qui permettra de générer les preuves qui seront vérifiées dans le cadre de ce référencement. Et enfin, donc, il y a l'agence de service des paiements, qui donc un sous-traitant, on va dire, dans ce cadre-là de l'ANS, et qui est en charge du traitement des demandes de financement, mais aussi évidemment du paiement des demandes qui seront émises par les éditeurs des solutions référentielles. Là, éditeur, il faut l'entendre au sens opérateur. Donc ça, c'était pour un rappel qu'on ait tous la même terminologie. Si on en vient au planning, on a 2 versions pour présenter le planning, celle-ci qui est la plus synthétique. Donc on est tout à gauche, hein, en septembre 2022. Ce qu'on a représenté, c'est que, comme vous le savez, le référentiel 1 opérateur, il est publié depuis avril, donc ça fait maintenant quelques mois. Sa mise en conformité, elle a été prolongée, elle va jusqu'à fin juin 2023. Et pendant ce temps-là, donc les étapes Ségur, finalement, c'est la signature du nouveau contrat opérateur V2 qui est sorti au même moment en avril, qui est assigné en tout cas pour les opérateurs développeurs d'ici fin mars, on verra pourquoi, et potentiellement jusqu'à fin juin pour les opérateurs acheteurs. L'étape 2, donc c'est l'étape de référencement, hein, comme je disais, qui ne concerne que les opérateurs développeurs, qui devront donc fournir des preuves de conformité par rapport au référentiel. Donc ça, les opérateurs vont avoir jusqu'à fin décembre pour fournir ces preuves sur la plateforme de référencement. Et en parallèle, finalement, va s'ouvrir prochainement en octobre la plateforme de l'ASP qui va permettre de déposer les demandes d'avance et de solde. Simplement, pour faire ces dépôts, il faut déjà soit qu'un opérateur acheteur soit référencé, qu'un opérateur développeur soit référencé, soit qu'un opérateur acheteur est contractualisé avec un opérateur développeur. Donc effectivement, la plateforme sera ouverte, mais elle sera surtout utilisée sans doute en novembre ou en décembre. Et enfin, à la dernière étape, il ne se passe pas rien entre l'étape 3 et l'étape 4. Hein. Là, ce qui n'est pas représenté ici, c'est que finalement, c'est le temps pendant lequel les opérateurs acheteurs, finalement, vont déployer, pour ceux qui sont concernés, leurs solutions sur le terrain, ce qui leur permettra finalement de faire une dépôt de demande de financement du solde à compter du 30 juin 2023. Pourquoi le 30 juin 2023? C'est que le 30 juin 2023, on fera la relevée des compteurs, puisque vous le verrez tout à l'heure, le financement est dépendant du nombre de boîtes aux lettres déployées dans l'espace de confiance. On a pris cette date de référence du 30 juin, et donc c'est à partir de ce moment-là que le solde pourra être payé aussi bien aux acheteurs développeurs qu'aux opérateurs acheteurs.
On a donc un autre schéma qui présente le même planning, mais un peu plus détaillé, un peu moins graphique, mais qui reprend exactement les mêmes dates. On a mis en jaune les jalons clés, hein. La sortie finalement du SONS, la fin du référencement pour les opérateurs le 22 décembre. C'est ce jalon effectivement finalement de fin du déploiement global pour les opérateurs, développeurs et acheteurs qui permettra de calculer le montant de financement. Et puis ce dépôt du sol qui démarrera à partir du 4 juillet jusqu'au 28 septembre 2023. Avant qu'on passe à la partie suivante, on va peut-être prendre des questions s'il y en a. Elles sont plutôt dans le chat que dans les Alors, questions. il y en a pas dans le chat par contre. Ah pardon. Ah oui, c'était des bonjours. Côté, que veut dire ASP? L'Agence des services de paiement, je l'ai dit un peu vite tout à l'heure, donc c'est une agence de l'État effectivement qui, y compris pour le Ségur Vague 1, est en capacité de gérer ces demandes de financement. Donc c'est elle qui va instruire les dossiers déposés sur sa plateforme, des dossiers dématérialisés, qui va vérifier les preuves effectivement nécessaires, par exemple d'avoir signé le contrat opérateur V2, c'est un exemple, et qui va donc après débloquer les fonds si les critères sont remplis. Comment s'enrôler auprès de l'ASP? Alors là justement, Mike qui reviendra dans la partie suivante tout à l'heure. Tous ces éléments-là sont précisés dans des documents qui ont été publiés avec l'arrêté, donc c'est à savoir l'appel à financement, le DSR, le dossier de spécification minimale, dossier de spécification de référencement, pardon, et le REM, le référentiel d'exigence minimale. Et c'est en particulier dans l'AF, dans l'appel à financement, que vous trouverez effectivement tous ces éléments, y compris aussi sur le site de l'agence, sur la partie soit généraliste, soit la partie industrielle, suivant le type d'opérateur, où vous allez retrouver tous ces liens effectivement sur l'enrôlement auprès de l'ASP en particulier. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas j'en vois pas. Hop, parfait. Et ben à ce moment-là, Mike, je te passe la main pour la suite concernant des précisions sur les exigences techniques et puis ce nouvel encadrement contractuel. On a 2 questions qui Ok. viennent d'arriver. Vous voulez les prendre ou vous voulez qu'on les réponde? Ah oui, bien sûr, je l'avais pas vu. Oui, exact. Alors, on est un ES ayant un contrat avec l'ANS et on utilise la solution d'Enovacom Secure Messaging pour l'envoi et la réception des messages MS Santé depuis et vers notre DPI ou Exchange. Sommes-nous développeurs ou acheteurs? Alors merci. Effectivement, dans ce cas-là, puisque vous avez bien un contrat avec nous, mais que vous êtes effectivement Enovacom est votre sous-traitant, donc Enovacom en l'occurrence fournit la solution de messagerie, mais à ce moment-là, vous êtes opérateur acheteur. Merci Mike. Oui, vous êtes bien opérateur acheteur, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire référencer votre solution. C'est Enovacom qui va référencer sa solution. Par contre, quand vous allez effectivement candidater auprès en particulier de l'ASP, vous allez devoir indiquer justement que vous allez passer une commande, par exemple, pour avoir une nouvelle version du proxy auprès d'Enovacom. Et dans cette commande, il faudra effectivement préciser, il faudra que soit précisé en tout cas le numéro de référencement qu'aura obtenu Enovacom. C'est comme ça effectivement que se fait le lien entre l'opérateur développeur référencé et l'opérateur acheteur que vous êtes. Merci. Je peux prendre la question d'après. Je te laisse, Elodie, déjà. Oui, donc les caractéristiques de l'API LPS-MSS ont-elles été publiées? Alors, effectivement, les caractéristiques de l'API LPS, hein, côté opérateur, hein, j'entends, ont été publiées dans ce référentiel version 1.5, publié en avril dernier. Donc, côté opérateur, en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir commencer la mise en œuvre de cette API, sachant que depuis semaine dernière, on a ouvert une plateforme de test qui vous permet de tester un peu de tester vos développements. Et donc, cette plateforme, en fait, consiste à avoir des jeux de test, enfin, vous présente des jeux de test pour valider la conformité de vos développements. Et justement, Sachant voilà. Vas-y, je te laisse. que c'est effectivement
dédié uniquement aux opérateurs, évidemment, développeurs, puisque c'est eux qui sont référencés. Ce qu'on peut rajouter aussi, hein, si vous êtes opérateur acheteur, les opérateurs finalement développeurs sont quand même relativement peu nombreux par rapport au nombre d'opérateurs acheteurs, hein. Il faut savoir que sur les 350 opérateurs, il y a 10 opérateurs développeurs, qu'on a fait des points bilatéraux, on est en train de les faire pour certains, avec cette dizaine d'opérateurs développeurs, pour s'assurer qu'ils aient tout le niveau d'information suffisant pour réussir à faire ce référencement dans les temps. C'est-à-dire dans les temps, c'est avant fin décembre prochain, pour qu'évidemment les opérateurs acheteurs puissent bien disposer d'une version à jour du composant pour faire leur déploiement d'ici juin 2023. Merci. Alors, on a une autre question. Selon ces différentes dates, à partir de quand les éditeurs pourront utiliser cette nouvelle API pour leur DUI? Alors, effectivement, donc là l'idée, si on revient, je vais revenir sur le planning, ça sera peut-être plus parlant. En fait, donc ce qu'on sait là, c'est que l'ensemble des opérateurs développeurs ont l'obligation de disposer d'une version conforme à la fin d'année. Alors après, effectivement, les opérateurs acheteurs doivent encore développer cette solution-là et potentiellement, ils ont jusqu'à mi-2023. Donc ce qu'on est sûr, enfin, du moins pour tous les opérateurs qui seront entrés dans cette démarche de financement Ségur, c'est que à mi-2023, on aura tous les opérateurs devront avoir cette API LPS disponible. Pour autant, ça n'empêche pas les éditeurs de DUI, par exemple, effectivement, de commencer à faire leur développement plus tôt, puisqu'il y a la vague de Ségur qui est en parallèle. Et donc, nous, notre objectif pour l'instant, c'est de diffuser le référentiel 2 MS Santé, qui est destiné aux éditeurs, qui aura toutes ces exigences concernant l'API LPS. Celle-ci, notre objectif, c'est de l'avoir publiée en version finale en décembre, sachant que on a déjà des ateliers, on en a fait 5 jusqu'à présent, des ateliers avec les éditeurs qui connaissent la plupart des exigences déjà qui sont partagées avec eux, même si on n'a pas encore le référentiel en version finale qu'on va publier en décembre. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est que en décembre, il y aura la version publiée, donc les éditeurs pourront développer. Et l'objectif, c'est là aussi, on mettra à disposition un environnement, mais aussi destiné aux éditeurs, pour tester cette API LPS. On n'a pas encore de date ferme sur la mise à disposition, mais en tout cas, ça sera, espérons-le, en janvier, mais en tout état de cause, ça sera avant le début de la vague 2 Ségur qui interviendra fin mars 2023. Alors ensuite, on a une autre question. Comment savoir si tel ou tel MS Santé est compatible Ségur et y a-t-il une liste officielle? Alors effectivement, on l'a pas précisé, mais c'est effectivement le même principe que dans les autres couloirs vague 1 Ségur éditeur. C'est-à-dire que sera publié sur le site de l'ANS une liste de tous les opérateurs, en l'occurrence développeurs, qui auront été référencés au fur et à mesure de leur référencement sur le site de l'ANS. Je crois que c'est de manière hebdomadaire. Vous aurez ces informations-là d'ici progressivement d'ici fin décembre. Et pour ceux qui connaissent la liste des solutions référencées vague 1, c'est le même endroit, hein, c'est la même liste qui va être enrichie de ces opérateurs-là. Et dernière question avant de passer à la suite, à partir de quel moment un opérateur acheteur peut-il démarrer ses démarches auprès de l'ASP? Faut-il attendre que notre éditeur de solution soit référencé? Faut-il attendre d'avoir été livré ou doit-on le faire dès que nous avons passé commande? Alors effectivement, c'est une bonne question. Je dirais, il y a une phase, alors qui n'est pas d'enrôlement, Mike, mais il y a une première phase effectivement auprès de l'ASP, mais finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, tant que vous n'avez pas finalement cette commande que vous avez passée auprès de votre sous-traitant, qui lui-même doit être référencé, finalement, vous n'avez pas besoin d'aller vers l'ASP. Par contre, ce que vous pouvez faire dès à présent, et c'est ce qui est indiqué là sur l'étape 1, déjà vous pouvez anticiper si ce n'est pas déjà fait, la signature, puisque vous êtes opérateur en titre, la signature du contrat opérateur V2. On verra en plus qu'il y a une version maintenant dématérialisée pour la signature. Ça, vous pouvez l'anticiper dès à présent, mais effectivement, pas besoin de faire des démarches auprès de l'ASP. Vous pourrez faire les démarches auprès de l'ASP. Lorsque votre sous-traitant sera référencé, vous pourrez demander une avance, effectivement. On verra de quel montant juste après. Et puis après, ce paiement de solde en juillet 2023. Merci, on a juste un petit... Ah si, en fait, vous avez plein de questions. Donc, en commentaire, il faudrait aussi une liste des opérateurs acheteurs pour que les éditeurs sachent qui est Ségur compatible.
Et autre question, Alors, il nous faudrait sommes une liste des opérateurs acheteurs et je voudrais savoir si la signature du nouveau contrat est-elle pour les opérateurs acheteurs ou développeurs? Cette signature est-elle obligatoire? Alors oui, donc je peux déjà répondre à la deuxième question. Effectivement, hein, ce contrat, effectivement, que vous soyez opérateur, développeur ou acheteur, ça change rien. Effectivement, la signature est obligatoire, heu et est demandée, en tout cas dans le cadre du Ségur, comme un prérequis pour les opérateurs, développeurs comme pour les opérateurs acheteurs. Donc cette signature, de fait, est rendue obligatoire. Heu, voilà, ça répond à la question. Et pour le deuxième point, il faudrait qu'une liste des opérateurs acheteurs pour que les éditeurs sachent qui est Ségur compatible. Bah, de toute manière, je dirais, oui, c'est vrai. Pour l'instant, j'ai enfin, j'aurais tendance à dire, pour l'instant, on n'a pas prévu une liste particulière, puisque pour l'instant, ce qu'on imagine, c'est que finalement, l'objectif, c'est que l'ensemble de l'espace de confiance soit conforme, en juin 2023 avec, ces nouvelles exigences. Et si c'est pas le cas, effectivement, il faudra peut-être qu'on publie une liste de ceux qui ne le sont pas. Pour l'instant, il y a rien de prévu puisque l'idée est que, de toute manière, c'est une obligation d'y passer, sauf à ce moment-là, potentiellement, de sortir des opérateurs de l'espace de confiance s'ils n'étaient pas en conformité, dans les délais. Je peux compléter juste rapidement Bien sûr. en parlant de cette liste des acheteurs compatibles. Alors c'est plutôt l'inverse, hein, tu l'as dit, on va plutôt publier la liste de ceux qui ne seraient pas conformes au référentiel 1. Parce que Edouard l'a dit, la finalité, c'est que vraiment tout l'écosystème MS Santé soit aligné avec notre référentiel. Alors je parle des opérateurs, hein, bien entendu, mais justement cette nouvelle contractualisation introduit, on va en parler là tout à l'heure, des sanctions désormais pour les opérateurs qui ne seraient pas alignés. Et ce sont des sanctions graduées, hein, et un de ces stades de sanctions, c'est publier justement la liste des opérateurs qui ne seraient pas compatibles avec cette API ou les autres exigences du référentiel 1.5. Donc à un moment donné, effectivement, une liste, alors, on espère qu'on n'aura pas à le faire, mais si on doit arriver jusque-là, une liste des opérateurs non compatibles sera publiée. Alors, je Et vois autre une autre question, question. Ah, vas-y. niveau règlement, est-ce que les établissements doivent avancer les frais ou les éditeurs se font-ils payer directement par l'ANS? Oui, alors c'est une question aussi importante sur laquelle on n'a peut-être pas assez insisté. Mm. Heu, Même s'il y a beaucoup de similitudes avec, le Ségur vague 1 côté éditeur, il y a quand même une différence côté opérateur dans le sens où finalement ne sont financés ici, que les opérateurs qui sont en contrat, avec l'ANS, en fonction du nombre de boîtes aux lettres qui, en leur nom propre, leur sont rattachées dans l'espace de confiance. Donc, hem, finalement, les établissements, heu, alors doivent avancer les frais. Hem, je dirais oui et non. Effectivement, ils auront peut-être à avancer les frais puisque l'avance finalement, enfin, je sais pas, ça dépend. Si vous avez effectivement, un bon de commande émis, à ce moment-là, vous pouvez demander l'avance et justement cette avance va vous permettre sans doute d'engager les frais, auprès de votre sous-traitant. Donc l'avance, à mon a enfin l'avance devrait être assez, courte, pour l'établissement. Hem Je peux, je peux et je dirais vas-y, Ouais, OK. je vais compléter aussi un peu. Alors, j'apporte quelques précisions. On va avoir du mal à répondre de manière ferme justement à cette réponse-là, enfin à cette question, excusez-moi, parce que effectivement, le Ségur, le financement du Ségur et aussi le cadre légal va s'adresser aux opérateurs, c'est-à-dire sur le lien qui nous unit aux opérateurs, donc ce financement-là. Donc après, le lien contractuel entre vous, opérateurs, et votre sous-traitant, on n'a pas de droit de regard dessus. Donc la réponse va être plutôt sur votre, heu, contrat, votre lien contractuel entre votre fournisseur. On ne peut obliger ou interdire, heu, que vous payiez ou pas l'avance, pour cette mise à jour-là. Alors, j'apporte une autre précision dans ce pack financier qu'apportent les Ségur, on va le voir tout à l'heure, on est un peu en avance de phase. Il y a effectivement un montant par défaut qui sert d'avance. Mais cette avance ne peut intervenir que lorsque l'opérateur est référencé. Je vais pouvoir vous l'expliquer de plus en détail tout à l'heure, mais en résumé, pour répondre à la question qui est posée, c'est que on ne peut pas se prononcer sur le fait que vous deviez avancer ou pas les frais. Ça, c'est vraiment de vous et votre sous-traitant. Voilà. Le cadre légal Donc du moi, Ségur n'intervient pas sur ce périmètre-là.
Je crois qu'effectivement, comme tu le dis, le mieux, c'est peut-être qu'on poursuive, qu'on garde les questions qui viennent d'arriver et Mmh. qu'on les prenne, à la fin, parce qu'on était à la moitié effectivement de la présentation. On n'a pas encore présenté la partie, financement, ça clarifiera sans doute les choses Mmh. pour les prochaines questions. Très bien. Si ça vous va, je propose Mike, je te passe la parole. D'accord, donc je prends la suite. Alors effectivement, on va essayer de descendre ici dans cette enfin au niveau de cette à ce niveau-là, un peu plus, dans les détails, techniques sans rentrer vraiment, sur chaque ligne. Mais comme Édouard l'a dit, pour le financement Ségur, certains, documents, viennent avec. Alors il a parlé du REM et du DSR. Alors le REM étant le référentiel d'exigence minimale, qui a été concerté, hein. On a eu des ateliers avec un bon nombre, d'opérateurs de décembre à début avril afin de se synchroniser un peu sur ces évolutions, techniques qu'on avait demandées. Donc, cette mise à niveau technique est ici représentée par ce REM, d'accord? Ce qu'on va demander, à ces opérateurs développeurs justement, de mettre en œuvre pour être, référencés auprès de l'ANS et les différentes étapes, de référencement sont précisées dans le DSR qui est dans le dossier des spécifications de référencement. Donc juste pour rappel, à la fin de cette présentation, vous aurez les ressources donc qui présenteront les liens vers ces différents documents. Alors, si on avance, donc, quelques détails, hein, sur, cette nouvelle, mouture contractuelle. Heu, Comme je disais là juste avant, on a fait évoluer notre contrat pour, se muscler un peu plus, hein, sur la régulation de l'espace de confiance. Donc on introduit dans ce nouveau contrat, hein, bah, des sanctions graduées, hein, pour tous les opérateurs qui ne seraient pas, à jour des exigences du référentiel 1.5. Et juste pour précision, vous avez dû voir une communication, qu'on vous a adressée semaine dernière pour vous prévenir, vous informer en tout cas du moins, du de la date de mise en conformité qui a été prolongée, initialement qui était, au 22 décembre, qui est passé au 30 juin, 2023, donc qui est désormais aligné avec le calendrier Ségur. Donc la date de mise en conformité avec le référentiel publié en avril dernier. Voilà, petite info. Ensuite, ce contrat aussi, il introduit une nouvelle manière d'intégrer l'espace de confiance. Avant, les contrôles étaient a posteriori, donc les nouveaux opérateurs arrivaient en espace de confiance de production et après on avait des contrôles qui, à notre avis, n'étaient pas suffisants et donc ces nouveaux opérateurs attestaient uniquement que, voilà, ils étaient conformes au référentiel. Désormais, on change l'approche. On arrive d'abord en espace de confiance de test, on passe sur un outil sur un banc d'essai en fait, pour confirmer que son interface est conforme au référentiel en cours et on passe en espace de production après. Également, on modifie aussi un peu ces modalités de contrôle, hein. Comme je l'ai dit, on se muscle un peu sur, la régulation de cet espace, de confiance et aussi, on introduit de nouvelles modalités de résiliation du contrat. Avant, les modalités étaient un peu rigides, en tout cas de notre côté et on rend les choses un peu plus flexibles pour pouvoir se donner, les moyens de sortir, des opérateurs qui ne seraient pas conformes, à notre au référentiel courant, je dirais. Édouard l'a également, signifié, on a ouvert depuis semaine dernière aussi, la possibilité pour vous de signer votre contrat de manière électronique. Donc, sachant que, pour les opérateurs développeurs qui doivent se faire référencer ou pour les opérateurs acheteurs, la signature du contrat opérateur V2 est un prérequis. Voilà. Sans signature de ce contrat, beh, pas de référencement possible ou pas de financement, auprès de l'ASP. Et également, bah, cette, nouvelle version du référentiel 1 publiée en avril, beh, heu, introduit, en parallèle aussi, précise en parallèle, beh, les points que je vous ai cités, c'est-à-dire la nouvelle procédure d'intégration, les modalités de contrôle et aussi, les nouvelles, procédures de sanction. Alors, le prochain paragraphe va ressouligner parce que je pense que c'est quelque chose qui est déjà connu, hein, les différentes modalités de financement. Donc, juste pour rappel, le financement Ségur, en tout cas pour les opérateurs, est en lien avec, le la volumétrie de balles présentes
au niveau de l'annuaire santé. Donc je précise bien cette phrase, c'est les balles déclarées auprès de l'annuaire santé, qui vont être prises en compte pour le calcul de ce financement. Donc la formule qui a été communiquée lors, du webinaire de juin dernier, beh, n'a pas bougé. C'est un calcul a assez simple, hein, heu, du nombre de balles fois leur typologie. Donc vous avez un chiffre qui est dégressif, hein, les balles applicatives étant celles les plus financées, arrivent ensuite les balles organisationnelles et les balles personnelles et le fameux socle de financement qui est le B qui représente ici, une avance. Donc pour rentrer dans les détails de cette avance, je disais tout à l'heure que cette avance n'intervient, qu'au niveau de l'ASP et pour tout opérateur ou opérateur développeur, j'ai envie de dire, ou opérateur acheteur qui arrive à l'accueil de l'ASP en tout cas, avec un numéro de référencement. Donc les opérateurs développeurs qui se sont fait référencer auprès de l'ASP pourront directement se rendre, se faire référencer auprès de l'ANS plutôt, excusez-moi, petite erreur, donc je reprends. Les opérateurs développeurs qui seront fait référencer auprès de l'ANS, donc la plateforme Win.io, pourront se rendre sur le portail de l'ASP pour solliciter cette avance. Côté développeurs, acheteurs, ils pourront se présenter à l'ASP lorsque leur fournisseur de connecteurs MS Santé se sera fait référencer et donc ils se présenteront au portail de l'ASP avec le numéro de référencement de leur opérateur développeur, de leur opérateur sous-traitant. Si on peut dire ça comme ça. Bon, pour le reste, je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin de rentrer dans les détails. Je pense que la formule, est assez autoporteuse et les chiffres sont à droite pour que chacun puisse, effectuer une simulation du financement auquel, il pourra avoir droit. Alors avant de passer, à la slide suivante, je veux insister sur, la volumétrie des balles présentes au niveau de l'annuaire santé. Alors, nous de notre côté, à partir du mois de janvier et cela jusqu'à juin, on va échanger on va partager en tout cas un fichier qui présente heu, la volumétrie des balles que chaque opérateur présente sur l'annuaire santé. Donc on va avoir quelques allers-retours afin qu'on soit tous, d'accord sur, les chiffres qui seront présentés. Parce que nous sommes conscients que, il peut y avoir certaines difficultés techniques à déclarer ces balles auprès de l'annuaire. Donc notre souhait, c'est que, ces problèmes soient levés avant la fin juin heu, qui sera vraiment la limite à laquelle on va compter les balles pour tout le monde. Donc ensuite, vous avez, un exemple, hein, un exemple de financement, hein, donc le cas A ici, on parle d'un opérateur, développeur, hein, on parle d'un opérateur développeur, voilà, qui, au-delà, de son axe fourniture, technique des connecteurs MS Santé, a lui-même, un service de messagerie. Donc, auprès de l'annuaire santé, on constate il a 700 balles applicatives, 5 000 balles organisationnelles et 40 000 balles personnelles, bah, ici, il va toucher le plafond qui est 250 000 € hors taxe. Alors je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous avez dû le voir dans la formule, c'est qu'il y a un plafond qui existe, qui est de 250 000. Donc tout calcul qui irait au-dessus, de ce montant-là, beh, sera plafonné. Alors l'opérateur B ici, pareil, heu, il développe aussi son propre service, de messagerie sécurisée, et il est plutôt axé, sur le monde libéral et on voit ici qu'il présente, 5 balles applicatives, 200 balles organisationnelles et 15 000 balles personnelles et tout de suite, le montant s'en ressent, il est plutôt à 88 000 et l'opérateur C est ici un CHU, donc qui représente quand même, la majorité de l'espace de confiance, hein, qui présente, des chiffres moindres et lui, est plutôt sur un montant à 13 308 € hors taxe, bien entendu. Donc ici, c'est juste un exemple, mais je pense que chacun pourra à peu près voir à quoi il enfin, quel montant il pourra toucher avec la formule qu'on a donnée, juste en amont. Alors, on arrive, à la fin de la présentation et comme, on l'indiquait, hein, en amont, sur cette page, vous avez, toutes les ressources, hein, qu'on a pu mentionner. Donc, la première qui est la 1re ressource qui présente les documents
pour le couloir opérateur sur le site institutionnel qui est e-santé.gouv et on a essayé de préciser un peu les choses, le lien pour les opérateurs acheteurs, le lien pour les opérateurs développeurs, puisque les opérateurs développeurs, ils ont quand même une étape supplémentaire qui est l'étape de référencement, donc ils auront les informations nécessaires. En dessous, vous avez le lien pour les différents documents qui encadrent ce Ségur, l'appel à financement, le DSR, le REM. Juste en dessous, le contrat opérateur V2 et aussi, le référentiel, en cours, en cours, qui est la version 1.5.1, qui est une version mineure, hein, qui a été publiée il y a une semaine et demie à peu près, je pense. Et aussi, si ça intéresse certains d'entre vous, les comptes rendus d'atelier, hein, de cette task force, la task force qui a produit, le REM et le contrat opérateur, V2. Donc je pense qu'on peut passer à la phase de questions-réponses. Ok, alors je vois qu'Edouard a commencé à répondre à l'écrit dans le chat, il en reste Très une. bien. La partie B du barème de financement correspond à l'avance, c'est bien ça. Si je commande à mon éditeur puis fais une demande de financement à l'ASP avec son numéro de référencement, je perçois la somme B, puis je perçois le complément en fonction du nombre de boîtes aux lettres. Comment se déclenche le solde? Alors, très bien. Pour répondre à la question, on va essayer d'illustrer un peu. Je vais revenir sur le... Voilà là. Donc, alors la partie B effectivement correspond bien, à l'avance et justement le processus a été bien compris, hein. Je n'arrive à l'ASP pour ma demande d'avance qu'avec, un opérateur, référencé. Donc si je suis demandeur-acheteur, que mon opérateur sous-traitant est référencé, j'utilise son numéro de référencement pour me présenter à l'ASP afin de demander le solde. Donc voilà comment ça marche. Alors ensuite la question c'est comment se déclenche le solde? Il y a une date d'arrêté du comptage de balles, hein, qui est marquée, là sur la droite, date de clôture, comptage des balles, voilà, qui est le 36, 2023. Donc à partir du 4 juillet, on ouvre, voilà, on ouvre, la plateforme pour les demandes de justificatifs. Alors comment ça se passe? C'est toujours sur la plateforme de l'ASP. Déjà, il y aura cette volumétrie de balles sur laquelle on se sera mis d'accord, donc on se sera mis, c'est l'opérateur et l'ANS bien entendu. Et pour les demandeurs, acheteurs, on demandera, une facture un acquittement en tout cas de ce bon de commande qui aura été, commandé pour la prestation Ségur. Et pour les opérateurs développeurs, bien entendu, vu qu'ils n'ont pas ils sont eux, c'est eux les développeurs en fait, ils n'auront pas plus de justificatifs que ça à apporter. Et sachant qu'il y a une dernière preuve qui vaut pour les 2, c'est-à-dire autant pour les développeurs que pour les acheteurs, c'est, un élément technique sur lequel on n'est pas encore très sec, hein, Edouard, tu me corrigeras si besoin, qui apportera la preuve du déploiement technique de l'API LPS sur l'environnement de celui qui demande le solde. Je ne sais pas si ça répond à la question? En tout cas, si ça ne répond pas à votre question, n'hésitez pas à compléter dans le chat. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Oui, c'est bon, ça répond. OK. On n'a pas d'autres questions, n'hésitez pas si vous en avez, c'est le moment, il nous reste 20 minutes encore, donc n'hésitez pas. S'il y a des points sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne, parce qu'on a allé trop vite, ou je sais pas. Profitez-en en tout cas. Bon, que ça je ne sais pas si on était très clair ou, c'est vrai qu'on a beaucoup communiqué sur ces éléments-là, enfin beaucoup. On est sur le 2e webinaire et on a fait quelques communications en avant, mais c'est vraiment le moment, hein. N'hésitez pas, on prend toutes les questions. On nous dit que c'était très clair. Bon, écoutez, très bien. On vous enverra donc, comme je vous disais, le support et le Ah. replay. Alors, question de Philippe. Oui. Est-il prévu un suivi de l'intégration de l'API pour les éditeurs LGC via la vague 2 du Ségur? Alors, un suivi de l'intégration de l'API. Alors je ne sais pas Edouard si toi tu arrives à moi j'aurais bien aimé quelques Alors oui, précisions. oui, enfin, Oui. en tout cas, je vais essayer de répondre comme je comprends la question, vous nous direz si ça répond. J'ai essayé effectivement d'en parler un tout petit peu tout à l'heure, mais l'idée est bien, vous l'avez compris, que en particulier cette API LPS, là, donc c'est un prérequis que l'ensemble des opérateurs s'y conforment, et ça suffit pas, puisque tant que les éditeurs s'y sont pas conformés, on n'aura pas atteint l'objectif. Donc, en tout cas, ce qui est prévu dans le cadre de la vague 2 Ségur,
et des REM des différents couloirs, c'est que l'ensemble des exigences relatives à cette API LPS vont être intégrées presque pour l'intégralité des couloirs. Après, pour la partie PFI, parfois c'est un peu différent, mais en tout cas, ces exigences permettant ou imposant plutôt aux éditeurs d'intégrer la partie API LPS sera dans les REM de la vague 2. Donc dans ce cadre-là, il y aura effectivement un référencement des éditeurs avec une plateforme dont je vous ai parlé aussi qui servira à la fois au test et à la fourniture d'épreuves Ségur. Après, la partie qui est en train de se négocier entre éditeurs et couloirs en ce moment, là, dans les prochaines semaines, c'est de voir effectivement, puisque pour ceux qui connaissent l'API LPS, il y a deux points d'entrée différents. L'un qui est basé grosso modo sur ProSanté Connect pour les bonnes personnes internationales, un autre basé sur des certificats de personnes morales, on va dire. Et effectivement, le savoir suivant les couloirs, lequel est obligatoire, lequel est optionnel, effectivement, sera défini par les couloirs. Mais en tout cas, il y aura bien l'obligation pour ces éditeurs d'implémenter l'une de ces deux interfaces dont je parlais dans chacun des couloirs, si ce n'est les deux pour certains d'entre eux. Et si on prend un exemple pour la médecine de ville, il est certain que la partie balle personnelle organisationnelle sera fort probablement obligatoire et que la partie balle applicative sera probablement optionnelle, même si c'est pas encore écrit dans les REM. Donc voilà, il n'y a pas un suivi particulier, excepté le fait que il y aura effectivement des obligations Ségur, il y aura une plateforme fournie par nous pour les tests, donc c'est quand même un suivi, et on assurera aussi quand même du support sur l'implémentation des éditeurs. C'est pas du support au développement, évidemment, parce qu'on ne va pas apprendre aux éditeurs comment développer, mais par contre, on fournira du support sur la manière d'intégrer nos spécifications chez les éditeurs. En espérant avoir répondu à la question. Jérôme nous dit dans le chat, première étape, signature du contrat V2. Alors, oui, effectivement, ce contrat, juste pour rappel, ce contrat, il est disponible depuis avril, hein. Il est disponible depuis avril. Donc, sans attendre les autres étapes, qui est éventuellement une commande auprès de son éditeur développeur ou de l'opérateur développeur, devrais-je dire, ou l'opérateur développeur avant même de lancer la mise en œuvre de l'API LPS et tout ce qui suit, on peut déjà signer effectivement son contrat V2. Oui, et en complément, enfin, pourquoi est-ce qu'effectivement, ça peut paraître peut-être étonnant qu'on le mette en première étape, mais pourquoi on vous le met en première étape? C'est d'abord un rappel, parce que ça vous sera de toute manière demandé, c'est un prérequis à la fois pour l'étape de référencement pour les opérateurs développeurs et à la fois pour la première étape de financement pour les opérateurs acheteurs. Donc, c'est pour ça qu'on vous le met dès à présent. On vous conseille de le faire, justement, que ça soit une étape qui soit derrière vous et que ça soit pas un point de blocage au moment où il y aura des jalons avec des dates fixes pour le financement, quoi. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Ah si. Est-ce que les services de PMI des départements qui doivent aussi s'équiper sont considérés comme des opérateurs acheteurs et peuvent-ils demander des financements? Alors, je dirais que ça dépend. C'est un peu comme tout type d'acteurs dans l'espace de confiance. Si effectivement, ces PMI sont dans un modèle où la PMI passe un contrat avec l'ANS, un contrat opérateur, et qu'après ils ont effectivement un sous-traitant qui les équipe, j'aurais tendance à dire oui, bien sûr, comme toute structure. Reste à voir effectivement si c'est le cas. Il est possible aussi que les PMI profitent d'une offre fournie par d'autres et ne soient pas nécessairement en contrat. Toutes les structures qui profitent de boîte aux lettres MS Santé ne sont pas nécessairement elles-mêmes, en tant que personne morale, en contrat avec l'ANS. C'est bien ça qu'il faut. Voilà, l'important, c'est de savoir qui a le contrat avec l'ANS en tant qu'opérateur. Si elle n'a pas de contrat opérateur, elle n'est pas éligible. Alors, autre question. Historiquement, nous disposions d'un délai de 2 mois entre la date maximum de fourniture des pièces justificatives de conformité afin de pouvoir disposer du financement et la date de mise en conformité technique, octobre-décembre, avec le décalage du calendrier aujourd'hui est passé à 6 mois entre décembre et juin. Est-il prévu un réajustement des modalités de fourniture des preuves de conformité ou de la date de fourniture de ces preuves afin de retrouver un délai relativement compatible avec le développement d'un projet?
Alors, je peux commencer une réponse, Edouard, que tu n'hésites pas à compléter. Oui. Ben, alors, on va dire que pour ce couloir opérateur, on a simplifié, on a essayé au mieux, en tout cas, de simplifier cette fourniture de preuves, hein, puisque là, il y a 2 points où il faudra fournir les preuves. Ben, il y a le référencement, hein, qui est vraiment la pièce maîtresse de ce couloir-là plutôt. Et ensuite, ben, il y a les preuves demandées pour le solde. Alors, côté référencement, qui pour moi sera la partie la plus, j'ai envie de dire, je ne veux pas dire complexe, mais intense. On a un outil dont on parlait tout à l'heure qui permet en une fois de montrer que son implémentation, en tout cas la mise en œuvre du REM est conforme. Est conforme. Sachant que dans la vague 1, effectivement, il y avait un processus qui était un peu plus complexe et un peu plus long de fourniture de preuves unitaires qui étaient analysées par nos équipes afin de pouvoir valider ou invalider les preuves qui étaient fournies. Aujourd'hui, avec cet outil qui permet déjà unitairement de valider son implémentation, ben, ce même outil permet en une seule fois de valider la globalité de l'implémentation du REM. En résumé, le REM ici tourne autour de l'API LPS. Donc ici, on fournit une preuve qui sera issue de cet outil de test. Donc les échanges multiples qui vous avez pu connaître, en tout cas en vague 1 pour d'autres sujets, ben ici, ça sera pas le cas. Et pour parler de cette deuxième étape où il faudra fournir les preuves qui concernent le solde. Donc, ici, comme je dis, pour les opérateurs acheteurs, bah, 2 preuves, hein, à fournir. Il faudra déjà, donner la preuve d'acquittement, du bon de commande, enfin d'acquittement du service demandé à son opérateur acheteur et aussi, cette preuve technique qui vous sera fournie un peu plus tard du déploiement plutôt, devrais-je dire, effectif de cette API LPS sur son environnement informatique. Donc, on a essayé de réduire au mieux et de faire le plus simple possible pour ces fournitures de preuves-là. Ouais, je peux apporter un complément, en fait, je passe sous un autre angle. C'est de dire que même si on a dit qu'effectivement le contrat opérateur la mise en conformité, du moins vis-à-vis du contrat opérateur et du référentiel 1, était prolongé jusqu'à mi-juin. Pour autant, pour les opérateurs développeurs, la date finalement effective du fait du référencement, c'est bien fin d'année. C'est-à-dire que le délai qui courait jusqu'à présent depuis avril dernier, où sont connues les exigences de la l'API LPS, finalement, depuis le début, et ça on l'a pas changé, finalement il fallait se mettre en conformité entre avril et décembre. Et finalement, ce délai n'a pas changé du fait du retard de la sortie de l'arrêté. On a une autre question. Ouais. Les contrôles sont-ils destinés aux opérateurs développeurs basés sur la conformité de leur solution ou sont-ils également destinés aux opérateurs acheteurs? Je peux répondre là-dessus. Effectivement, c'est bien les contrôles Ségur, effectivement, avec l'outil dont on parlait et la vérification de preuves, ça, c'est bien les opérateurs développeurs qui devront attester de ces mises en conformité. Ce qu'on a pu dire effectivement un peu plus loin, c'est qu'il y aura une preuve qui sera demandée lors du paiement du solde, si je dis pas de bêtises, qui sera demandée aussi et en particulier, enfin pas que, mais en particulier aux opérateurs acheteurs. Ça sera une preuve effectivement du bon déploiement de la solution sur le terrain. Pour vous en dire un peu plus, même si pour l'instant c'est complètement arrêté sur les modalités, c'est quelque chose qui sera joué chez l'opérateur acheteur et qui attestera que finalement l'API LPS, du moins des interfaces de l'API LPS, a bien été déployée et donc le contrôle sera beaucoup plus léger que des contrôles de référencement. C'est vraiment un contrôle de déploiement, un contrôle d'implémentation. Merci. Alors, je vois pas d'autres questions. Il nous reste encore un peu de temps. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Sinon, tant pis, on finit plus tôt et on gagne tous 10 minutes dans notre après-midi, hein. Ça peut être bien aussi. Bon, n'hésitez pas. Sinon, l'équipe reste à votre dispo. Il y a un service support aussi pour le Ségur, donc n'hésitez pas à consulter et à contacter nos équipes. Comme je vous le disais, on va mettre en ligne le replay et le support de présentation. Pas d'autres questions. Je vous propose qu'on s'arrête là. Alors, il y en a une que je viens de voir. Ah oui. Celle de Monsieur Caron. Oui. Si je comprends bien la situation, nous devons donc répondre à une vingtaine d'exigences d'implémentation technique avant le 22 décembre en tant qu'opérateur-éditeur. Tout à fait, sachant que ces exigences-là sont connues dans le référentiel 1
opérateur MS Santé version 1.5 qui a été publié en avril dernier. Il n'y a absolument pas de En nouveauté sur... conséquence, cela sous-entend d'avoir terminé le développement 6 mois avant la date d'échéance technique aujourd'hui repoussée. Oui, la réponse est oui. Oui, effectivement, Alors, parce que attends, je commence et oui, je te vas-y. laisse après, oui, tu complètes si besoin. Oui, et effectivement, alors la théorie veut que si on est uniquement sur l'axe de l'espace de confiance, la date de fin de mise en conformité a été repoussée au 30 juin. Alors ça, c'est pour l'espace de confiance, on va dire de base. Maintenant, si on passe sur l'univers Ségur, effectivement, pour l'univers Ségur, les opérateurs développeurs doivent arriver, doivent se faire référencer avant que les opérateurs acheteurs puissent se rapprocher de l'ASP pour du financement. Donc la réponse c'est bien oui, monsieur Caron, vous devez avant le 22 décembre, en tout cas selon le calendrier Ségur, devoir vous référencer, vous devez être référencé auprès de la plateforme ANS pour que vos clients puissent bénéficier de votre connecteur qui sera référencé Ségur pour prétendre au financement Ségur. Ouais, et ce que je voulais dire, effectivement, à peu près la même chose, mais c'est dire que cette date de fin d'année n'a pas bougé depuis le début pour la mise en conformité pour les solutions qui développent justement des solutions opérateurs. Par contre, pourquoi est-ce qu'on a repoussé cette date de fin de mise en conformité, on va dire théorique, à juin 2023? C'est uniquement une question de cohérence, puisque si on l'avait maintenu effectivement à fin d'année, on aurait permis à des opérateurs acheteurs dans le cadre du Ségur d'être conformes en juin 2023, alors que d'un point de vue référentiel, ils auraient été non conformes et qu'on aurait pu les sortir de l'espace de confiance, théoriquement. Donc c'est qu'une question de cohérence. Effectivement, ça n'a pas d'effet bénéfique pour les opérateurs acheteurs et ça n'a pas trop non plus d'effet pour pas les opérateurs développeurs, je veux dire, et pour les opérateurs acheteurs, ça les permet de les mettre dans la cohérence avec le Ségur. Et vous avez bien compris le principe. Bon. Elodie, je pense que ce coup-ci, on est bon. Ouais, et je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis à très vite pour de prochains webinaires ou d'autres événements. Merci à tous et à toutes et à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.